Une émission faite maison qui vous est présentée par Nawel et Nata. Bonjour, salam. Bienvenue pour le 4e épisode de votre podcast d'initiation à la santé par le corps. Vous êtes avec moi, Nawel, et ma maman, Nata. Comment ça va, maman? Eh ben écoute, ça va bien. Ce matin, on a fait notre premier atelier au parc de Sceaux, comme prévu. On avait un temps magnifique. Vraiment les conditions idéales avec 3 participantes pour un premier atelier. Et voilà, c'était très convivial et j'ai pu transmettre ce que j'avais envie de transmettre. Pas tout, parce que le temps passe très vite. Mais voilà, je pense qu'elles en ont profité, qu'elles ont pu expérimenter les quelques outils que j'ai pu leur proposer ce matin. Donc ça, voilà, je suis contente. Ah bah c'est super. Moi aussi j'ai beaucoup aimé. Et je crois qu'elles ont aussi beaucoup aimé des retours qu'on a eus. Donc on vous attend pour les prochains qui arrivent bientôt. C'est lesquels qui arrivent là? Le prochain, c'est le 4 juin. Et donc il nous en reste 2 qu'on avait Voilà. prévus, dans ceux qu'on avait prévus pour l'instant. Donc le 4 juin Et le 11 juin. et le 11 juin. De 10h à 13h du coup. Ouais, 10h à 13h au parc de Sceaux, donc dans la banlieue sud, en région parisienne. Donc voilà, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit message, un message sur Instagram, un message sur WhatsApp ou un email. Je remettrai toutes les informations en barre de description sur YouTube. Et puis sur Instagram aussi, vous avez toutes les infos. Donc aujourd'hui, on a un épisode super lourd à vous proposer. On l'a beaucoup travaillé, on a mis du temps, c'est pour ça aussi, on est désolé pour le délai, mais on espère que vous ne serez pas déçus parce que vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. La dernière fois, on avait parlé des corps, enfin du corps et des dimensions autour du corps. Donc cette fois-ci, on revient encore une fois au corps. Physique. Au corps physique, oui, parce qu'on parle de santé. C'est un bon point de départ et c'est un point de départ très important. Ce qui nous intéresse en fait, c'est l'état de notre corps au quotidien. Parce qu'on vit avec ce corps, c'est notre véhicule dans cette vie-là, mais on l'oublie souvent. On le ressent pas tellement en fait. On le ressent quand on a mal, mais quand il va bien, on le ressent pas trop. On est souvent dans notre tête. Donc moi, ce qui m'intéressait, et que j'ai demandé à maman ensuite, c'est mais comment il fonctionne ce corps et pourquoi cette société moderne, elle impacte tellement notre corps? En quoi elle impacte tellement notre corps? Donc ce qu'on vous invite à faire pour commencer cet épisode, c'est de vous retrouver avec votre corps le temps d'une petite pause. Venez, on fait une pause et on essaye de ressentir, d'observer tous nos ressentis. Donc ça veut dire on observe tout ce qui nous vient, nos pensées, toutes les parties de notre corps, et aussi on essaye d'accueillir. Ça veut dire de ne pas être dans le jugement de ce qui nous vient. Et de l'analyse, c'est juste d'observer ce qui est là maintenant, tout ce qui se passe en moi maintenant. Donc venez, on fait cette pause, on commence maintenant, ça va pas durer longtemps. On le fait avec vous. Alors Nawel, qu'est-ce que tu as ressenti là? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Bah écoute, moi, je suis un peu malade. Donc je sens mon nez qui est pris, j'ai mal à la tête. Voilà, je me sens fatiguée, je sens que mes muscles ils sont lourds, mon corps il me semble lourd et j'ai toujours beaucoup de pensées qui me viennent aussi. Ma respiration n'est pas très profonde. Comme n'importe quel moment où on est malade, on ressent surtout qu'on est malade. Ah, donc tu es malade là, maintenant. Oui, voilà, je suis malade, je suis enrhumée, j'ai le nez qui coule et j'ai mal à la tête. Et tu te sens malade. Et tu sens tout ça dans ton corps. Et donc, on pourrait dire que tu vis
que ton corps vit un déséquilibre. Comment ça, un déséquilibre? Et la maladie est un signe de déséquilibre du fonctionnement du corps humain. Parce qu'en fait, là, à la base, le corps humain est créé pour vivre sainement, en harmonie avec l'environnement, etc. Et on appelle ça, quand il est en équilibre, on appelle ça un état d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'état d'équilibre d'un écosystème. Et pour l'organisme, c'est la capacité du corps à rester en équilibre, à réguler ses fonctions vitales et à s'adapter à aux situations de la vie pour rester en équilibre. C'est-à-dire qu'il va s'autoréguler et s'auto-guérir. Il a ce pouvoir-là d'auto-guérison et d'autorégulation. Par contre, il peut avoir besoin de notre aide parce que c'est la vie dans laquelle on vit va le mettre à l'épreuve. Ah, donc le corps, il peut s'auto-guérir. Oui, il a ce pouvoir d'auto-guérison. Par exemple, si on prend l'exemple de toi, tu es enrhumé, certaines personnes, ils n'ont pas envie d'être enrhumés, d'avoir le nez qui coule, etc. Ils vont prendre un médicament qui va couper ces sécrétions. Effectivement, ils vont plus avoir le nez qui coule, etc. Mais ils vont casser ce processus d'auto-guérison du corps. Alors que si tu laisses le temps, parce que ça prend plus de temps, c'est vrai, mais si tu laisses le temps au corps de déclencher en lui le système immunitaire qui va venir, j'aime pas utiliser ce mot, mais combattre la maladie, le virus existant ou quoi que ce soit, tu vas retrouver ton équilibre en fait. Le corps va retrouver son équilibre de lui-même avec tous les processus biologiques qui sont créés pour ça. Et donc même ça renforce le corps de faire ça. Exactement, ça renforce le corps. Sinon, il va perdre l'habitude de le faire en fait. D'accord. C'est vraiment tout l'idée du système immunitaire qui a besoin de s'entraîner pour réagir, pour augmenter son potentiel, quoi. Et donc là, qu'est-ce qui pourrait expliquer que je sois en déséquilibre, que je sois malade en fait? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est qu'en fait, pour justement, quand je parlais qu'on a besoin d'aider le corps, quand même, il a besoin de notre aide, c'est que le corps a des besoins. A des besoins de base pour fonctionner. Et des besoins que nous, on va devoir nourrir. Donc, de l'alimentation est un besoin naturel. Le corps a besoin de nourriture pour bien fonctionner. Donc, mais ces besoins-là sont différents d'un individu à un autre. On est tous constitués de la même façon, on a les mêmes organes, vitaux ou secondaires, on est constitué d'un squelette, les os, les muscles, on a tous un système nerveux périphérique et central, on a tous des systèmes lymphatiques, un système sanguin, un système énergétique, on a tous des glandes hormonales, on a tous un système immunitaire. Tous les êtres humains sont constitués de ça. D'accord. Mais avec des modes de fonctionnement différents. Et c'est important, justement, de connaître son propre mode de fonctionnement. Donc là, si je suis malade, c'est que j'ai été en déséquilibre et que j'ai pas nourri tous mes besoins. En tout cas, t'as un besoin qui n'a pas été suffisamment nourri. Voilà, donc là, mon corps se rééquilibre en faisant que je suis enrhumée. Voilà, parce que si on prend ton exemple, je sais que t'as manqué de sommeil, t'as eu un décalage horaire, t'as manqué de sommeil. Ouais. Du coup, le sommeil est très important pour le corps, parce que c'est à ce moment-là qu'il va s'auto-guérir. Donc la nuit, elle est très importante. Nous, on dort, mais le corps, lui, il s'arrête jamais. Donc il se nettoie, voilà. Et du coup, si tu dors pas, si tu manques de sommeil, forcément, tu vas affaiblir ton système immunitaire. En fait, l'énergie que tu perds, si le corps perd en énergie, il va perdre de l'énergie pour qu'il puisse fonctionner normalement. Donc la maladie, tu peux dire, bon, je suis enrhumée parce qu'effectivement, il provoque voilà, et c'est une réaction en fait, c'est une réaction du corps pour retrouver l'équilibre. Parce que le besoin de sommeil, par exemple, n'a pas été nourri. Donc on s'affaiblit et on tombe malade.
Et alors, comment je peux faire pour connaître mes propres besoins? Comment les gens en général peuvent faire pour connaître leurs propres besoins? Moi, je trouve que la naturopathie, c'est très intéressant pour ça. Il y en a qui ont dit que la naturopathie, ça pouvait être un peu comparé à la médecine chinoise ou ayurvédique parce qu'elle a ça elle prend l'être humain dans son ensemble. Donc, elle va commencer par étudier ta constitution de base. Hmm. On a chacun des constitutions de base et elle va chercher la cause de la maladie, donc les déséquilibres possibles, pour chercher la solution. Et du coup, elle a plusieurs outils. Souvent, les naturopathes, ils cherchent pour définir la constitution de base, ils peuvent se baser sur différents classements, quoi. Par exemple, Hippocrate, il a fait un classement des typologies. Il a fait 4 typologies différentes. Il y a les sanguins, les bileux, les lymphatiques et les nerveux. Et pour faire ça, cette classification, il va se baser sur l'aspect physique général, sur les mains, la forme des mains, sur l'humidité ou la sécheresse des mains. Et de ça, il va me dire, le sanguin, voilà, c'est quelqu'un de plutôt trapu, avec un visage plutôt rouge, avec des mains carrées, voilà, et le bileux, il est plutôt sportif, visage carré, enfin voilà, le lymphatique, il est plutôt rond, les mains moites, le visage pâle, voilà, tout ça. Donc, il se base sur l'aspect général physique. Il y a aussi la typologie liée au groupe sanguin. Les typologies A, B, AB, O ne vont pas avoir les mêmes modes de fonctionnement. Ok. L'empreinte digitale, Ah les ouais? empreintes digitales aussi montrent ton mode de fonctionnement. Et c'est pas que physique, C'est fou, ça. c'est aussi psycho-émotionnel, hein, donc ça va jusqu'au psycho-émotionnel. Oh, wow. Parce que selon ta personnalité et ton mode de fonctionnement psycho-émotionnel, tu vas avoir tendance à développer certaines maladies et pas d'autres, etc. Et ils se servent aussi de l'iridologie, c'est-à-dire qu'ils observent l'iris de l'œil, et sur l'iris de l'œil, tu peux observer tes tendances à telle maladie, aux maladies que tu as déjà eues. Par exemple, moi, on m'a dit que j'avais eu des épisodes dépressifs. La naturo, elle a vu dans mon œil que j'avais eu des épisodes dépressifs parce que ça reste marqué sur ton iris. Wow, ça c'est fou. Et à côté de ça, tu as les tendances, moi, on m'a dit, tendance à l'arthrose, enfin, des choses comme ça. Ouais. Il y a des terrains, Oui. on parle de terrain, voilà, de terrain. On a un terrain de base et on est créé comme ça. Ça, on n'y peut rien. Et du coup, par rapport à ce terrain, on va avoir des besoins différents les uns des autres. Voilà. Ah, c'est fou ça. C'est vrai que c'est la même chose en Ayurveda. Moi j'avais fait Ayurveda et ça m'avait aussi beaucoup aidé, même par rapport à savoir si nous, on va être quelqu'un qui digère de telle façon, entre telle heure et telle heure. Enfin, des choses comme ça. Tel aliment, tel aliment. Bah oui, après ça impacte beaucoup de choses. Moi, on m'avait dit par exemple que moi je suis du genre, mon métabolisme, il met du temps à se mettre en route. Donc les gens qui prennent un petit déjeuner genre, direct après s'être réveillé, moi, je peux pas faire ça. Mon métabolisme, il est pas encore en route, en fait. Donc en fait, c'est un peu comme quand on dit oui, lui il est du matin, lui il est du soir. Exactement. En fait, tout ça c'est lié à ton type qu'on peut essayer de discerner à travers beaucoup d'observations qui ont été faites dans plusieurs cultures, voilà, par plusieurs savants. Et ce que je trouve intéressant dans la naturopathie aussi, c'est que j'avais entendu dire qu'ils ne regardent pas par exemple la prise de sang, les résultats de la prise de sang. C'est pas c'est normal, donc tout va bien. Non, elles vont voir si par exemple tu as ton taux de glycémie qui reste dans les normes, mais qui est en train d'augmenter. Les naturopathes vont dire il se passe quelque chose. Si c'est en train d'augmenter, c'est peut-être que ton organisme a peut-être plus de mal à réguler ton taux de sucre. Et si tu fais rien, si parce que c'est dans la norme, ça y est, on est tranquille et on peut continuer à manger du sucre et tout ça, ça va persister. Alors que si tu vois que le taux, il est en train d'augmenter tranquillement et doucement, c'est attention. Fais quelque chose pour que ton organisme, à un moment donné, ne soit pas saturé et qu'il puisse plus contrôler ce sucre.
Donc, si on suit ta logique, ceux qui ont la même typologie que moi réagiraient de la même façon face à un décalage horaire. Genre, ils tomberaient, enfin, ils deviendraient enrhumés, quoi. Oui, c'est une bonne question ça, mais en fait non, c'est pas lié que à la typologie de base. C'est qu'après, il y a le côté psycho-émotionnel qui intervient beaucoup dans le fait de tomber malade ou pas, tu vois. Donc, et ça, on peut avoir une typologie organique, on va dire, de base, mais après, on a notre histoire personnelle, on a ce qu'on a vécu, on a notre développement psycho-émotionnel qui intervient et qui peut nous fragiliser par rapport à certaines situations et pas d'autres. Et aussi, tu peux avoir face à une même situation, bah toi à ce moment-là, t'es plus fatigué ou t'es en déséquilibre émotionnel ou voilà, toi t'es pas dans le même état tout le temps en fait. Et du coup, tu vas tomber malade à un moment donné et pas à un autre dans la même situation. Parce qu'il y a plein de facteurs qui interviennent. Ah, donc ça veut dire que... Bah, c'est vrai que, en fait, quand tu dis ça, c'est vrai Oui. qu'il y a des fois où j'ai vécu un décalage horaire et j'ai pas été enrhumée, quoi. Donc Oui. là, c'était... Bon, il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées, quoi. Voilà. Qui ont dû C'est contribuer. ça. La maladie, elle est multifactorielle, en fait. D'accord. Donc voilà. Mais c'est quand même important, c'est que quand tu connais tes besoins de base, tu peux prévenir plus facilement. C'est-à-dire que si tu nourris ces besoins-là, eh ben, si tu sais que telle alimentation est meilleure pour toi, si ce rythme-là est meilleur pour toi, de base, ben voilà, tu mets plus de chances de ton côté. C'est cool, ça permet de s'accepter un peu plus, de savoir que, bah, organiquement, et de par notre histoire, on a un terrain, on a... Enfin, ça fait pas de nous des gens faibles ou des gens... Non, Enfin, et même au contraire, se connaître, c'est une force et ça permet de bien gérer sa vie et de bien prendre soin de son corps et de l'entendre. Finalement, c'est même une chance que le corps, il exprime à travers des petits désagréments comme ça. Petite crise. Des petites crises, ouais, qu'il exprime son déséquilibre, en fait. C'est ça. Ça fait juste de nous des êtres humains différents. Ouais. On est tous différents et on est tous uniques. Et ça, c'est encore une fois, je le répète, c'est important de le savoir. C'est pas quelqu'un qui vous dit non, mais normalement c'est comme ça. En fait, pour moi, il n'y a pas de norme. C'est surtout pas dans la santé, quoi. voilà. Encore moins dans la santé. Non, on peut pas parler de normes. C'est comme ça. On est différents et uniques. Et c'est vrai que dans notre vie actuelle, c'est un peu difficile de s'observer comme ça. En plus, on est dans une vie qui ne nous aide pas à rester en équilibre. Oui, on vit dans une société qu'on pourrait dire stressante. On pourrait le dire effectivement. Et le stress, donc pour prendre cet exemple du stress, le stress est un très bon exemple pour comprendre le fonctionnement du corps et de comprendre que tout est lié dans notre corps. Parce que le stress, il a beau être un mécanisme régulé par le système nerveux et hormonal, il a un impact sur énormément d'organes. Donc c'est ça aussi, le corps humain est un écosystème et tout est lié. Mais le stress, en fait, c'est une émotion, c'est ça ? En fait, on parle beaucoup de stress maintenant et je crois qu'il faudrait qu'on redéfinisse. C'est quoi le stress ? Ouais. Donc le stress, c'est l'agent stresseur, c'est-à-dire l'agent déclencheur du stress. Mm-hmm. Et le stress, c'est quoi ? C'est la capacité du corps à réagir à l'agent stresseur. C'est la capacité du corps. Et le corps, il réagit. Il y a une physiologie du stress. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes physiologiques qui se mettent en place pour réagir à la situation, à la situation ou à l'agent stressant. Et pourquoi on dit que le stress c'est négatif ? On en a besoin, non ? Oui, on a besoin du stress qu'on va dire aigu. C'est-à-dire que c'est le mécanisme qui nous permet de réagir à une situation de danger. Pour survivre en fait, pour vivre, on a besoin de ce stress pour réagir, soit en fuyant, soit en combattant. Donc c'est une méthode de survie. C'est une réaction de survie. Oui, une réaction de survie. C'est une réaction de survie dont on a besoin. Le problème, c'est quand le stress devient chronique. Ça veut dire quoi, chronique ?
c'est quand... Parce qu'en fait, quand on parle de stress aigu, c'est il y a un danger, je réagis, et après, le danger disparaît. Il est réel, le danger. Le stress chronique, c'est quand ça dure. Enfin, ça s'installe dans la durée. Le danger, parfois, il n'y en a même pas de réel. Il est juste dans notre tête et ça dure. Donc, le processus physiologique de stress, il s'installe dans le corps. Ça devient un mode de fonctionnement. Ça devient une habitude de vie et on n'en est même plus conscient. C'est ça le drame. C'est ça le drame parce que le processus, tout ce qui est déclenché dans notre corps pour réagir et tout ça, ça a des effets négatifs à la longue sur notre organisme. Mais comment ça fait souffrir le corps alors? Ça fait souffrir le corps. Déjà pour comprendre comment ça fait souffrir le corps, il faut comprendre le processus corporel du stress. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on vit ce stress? Donc, il y a l'agent déclencheur stressant que notre corps va repérer, soit par ses 5 sens, on va voir un danger, on va entendre un danger, voilà. Il y a notre corps qui reçoit le message et qui envoie un message d'alerte au cerveau. Le cerveau va envoyer un message aux surrénales, qui sont des glandes hormonales situées au-dessus des reins, qui vont déclencher l'adrénaline, qui nous permet de réagir vite, rapidement au danger, et qui vont aussi sécréter le cortisol. Ces 2 hormones-là nous permettent de mobiliser nos ressources pour faire face, soit pour fuir, soit pour combattre. Il y a 2 réactions possibles. Voilà. Donc ça va augmenter notre rythme cardiaque, accélérer notre rythme respiratoire, mobiliser tout le système sanguin qui envoie le sang aux muscles, parce qu'on a besoin des muscles pour fuir ou pour combattre. Ça va mettre notre cerveau en hypervigilance. Voilà. Donc voilà, ça va déclencher toutes ces réactions dans notre corps et nous, on va ressentir des tremblements, des sueurs. Voilà, là, on est vraiment en état de stress intense. Donc ça, c'est pas grave quand ça dure un petit moment. Après, le corps va revenir à l'équilibre et il va retrouver son équilibre en fait. En fait, si le taux de cortisol, parce que c'est le cortisol qui crée les dégâts, parce que ce taux de cortisol qui est sécrété en état de stress, comme il fait accélérer le cœur, donc il va y avoir cette surstimulation cardiaque qui va fatiguer le cœur, qui va provoquer de l'hypertension artérielle. Il y a le fait le cortisol aussi permet d'aller, parce que les muscles ont besoin de sucre pour fonctionner. Donc le cortisol va permettre au corps de libérer du sucre supplémentaire dans le sang par le métabolisme des graisses, etc. Donc ça fait travailler le foie. Voilà. Le cortisol, donc il peut y avoir après une hyperglycémie, puisque à force d'avoir du cortisol, le corps va sécréter du sucre et l'hyperglycémie va rester comme ça dans le sang, va s'installer et ça va amener à des diabètes, par exemple. Le taux de cortisol élevé, on a dit, le cortisol, il met en hypervigilance au niveau du cerveau. Ouais. Donc ça, on arrive à des insomnies, à des troubles du sommeil. Ah bah oui. Voilà. Et le cortisol, il met en tension les muscles pour réagir. Donc on va avoir des tensions musculaires qui vont s'installer. Et en fait, il a aussi ce truc d'être un antidouleur. Donc à la force, ça s'installe, tout ça, et en même temps, il n'y a pas la douleur, puisque le cortisol coupe la douleur. Donc c'est vicieux. Ah ouais. Voilà. Et il diminue aussi la sécrétion de sérotonine et de dopamine, qui sont 2 neurotransmetteurs qui permettent d'avoir de l'entrain. Ah ouais, donc en fait, à cause du stress, on peut même plus kiffer la vie, quoi. Parce que c'est les hormones du bonheur, du bien-être. La dopamine et la sérotonine, en tout cas, c'est ce qui permet d'éviter la dépression. Donc, on tombe en dépression, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment pas bien le cortisol pour nous. Alors, on en a besoin du cortisol, c'est toujours pareil. On a besoin de tout. On a été créé avec, donc forcément, il a un intérêt. Le cortisol, alors on va revenir
La physiologie normale du cortisol, c'est il se sécrète pendant la nuit par les surrénales, son taux augmente dans le sang et il atteint son pic maximal à 8 heures du matin. Et vous faites une prise de sang de cortisol, on va dire venez à 8 heures du matin parce que c'est son pic maximal. Pourquoi on a ça le matin? Parce qu'il faut se lever le matin, il faut se mettre en activité, il faut aller travailler, etc. Voilà, donc il nous donne de l'entrain pour nous faire bouger le matin. Voilà, donc c'est quand même bien utile. Et après, au cours de la journée, sa courbe dans le sang va diminuer petit à petit. Et petit à petit, voilà, on s'achemine vers le soir où les activités diminuent, on s'active moins et on descend tranquillement vers la nuit où on va aller dormir. C'est ça un cycle normal de cortisol. Par contre, si on vit des stress, même pas forts, on n'est pas obligé de vivre des stress intenses. Alors le corps il peut être débordé, son système de régulation peut être débordé, soit s'il vit des stress très intenses, soit s'il vit des petits stress mais répétés. Voilà. Et du coup, ce taux de cortisol dans le sang, il va monter, il va descendre, en fait, il va être complètement déréglé. Voilà, complètement déréglé. Le corps ne saura plus, il aura perdu son rythme physiologique, son rythme naturel. Et il va maintenir un taux de cortisol dans le sang qui va entraîner tous les effets sur tous les organes, tout ce que j'ai cité. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est sur le système immunitaire. Il a un effet, il diminue l'efficacité du système immunitaire. Donc quand on est stressé, il y a plus de chances qu'on tombe malade. Exactement. Le système immunitaire s'affaiblit. On attrape des virus et tout. Voilà, c'est ça. Donc forcément, après, les bactéries, tout peut se développer plus facilement. Et peut-être, ça diminue peut-être notre force d'auto-guérison. C'est plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué quand tu dois t'auto-guérir avec tout ça en même temps, là. Et tu disais pour le cortisol aussi que ça me donnait l'entrain. Oui. Et que du coup, quand les gens ils font un burn-out, en fait, c'est que ils ont plus de cortisol. C'est ça. Ils ont plus d'entrain. C'est ça. À force de sécréter, et à un moment donné, le corps, parfois, il arrête de sécréter le cortisol. Complètement. Et là, moi, les témoignages que j'ai eus des burn-out, c'est tu te lèves pas. Ça ressemble à quoi les déclencheurs dans notre société moderne occidentale? Parce que tu m'as parlé un peu des stress de la vie de tous les jours. En fait, mais c'est quoi exactement qui crée le stress en nous? Alors, en fait, le souci, c'est que on a un système de perception dans le corps qui est tellement subtil qu'on s'en rend même pas compte, mais le corps, lui, il perçoit des dangers que nos sens ne perçoivent pas, mais que notre cerveau va interpréter comme des dangers. Ah, d'accord. Tu vois? Et il y a aussi toutes nos mémoires. Nos mémoires peuvent être Si tu as un accident de voiture, tu vas vivre un stress aigu dans un accident de voiture. Ça y est, c'est fini, l'accident de voiture, il est passé. Mais dans ta mémoire, tu vas garder ça. Du coup, tu peux déclencher un stress dès que tu vas rentrer dans ta voiture, par exemple. Tu vois, si tu t'es pas libéré de ce traumatisme, il va à chaque fois... donc c'est le cerveau qui peut parfois entretenir, et qui souvent maintenant entretient ce stress permanent, tu vas avoir peur de tout. Et quand on parle de troubles anxieux généralisés, t'as peur de tout, en fait. Tout te fait peur. Et donc à chaque fois, c'est un stress comme ça. T'as peur d'échouer, t'as peur de... Donc toutes nos angoisses sont des stress. Toutes nos angoisses sont sources de stress. Donc ça peut être même quelque chose, par exemple, des tout petits trucs comme... moi, j'aime pas appeler quelqu'un au téléphone, prendre rendez-vous chez le médecin. Ça me stresse. Voilà. On le dit d'ailleurs, ça me stresse. C'est l'anxiété. En fait, derrière, c'est de la peur de te ridiculiser, c'est de l'anxiété de bafouiller, de ça. Tout ça, ça crée du stress. Tout ça, c'est des petits stress, mais mis les uns bout à bout, en fait, génère un stress chronique, quoi. Aussi, c'est parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'anxiété, je pense.
pour ça, On c'est se un- crée, en fait, c'est notre mental, il est Oui. champion du monde. Mais c'est peut-être parce qu'on a une société où justement le mental est très développé et que du coup, On se crée on des est dans une situations de grande anxiété. danger qui n'existent même pas. Hmm. On y reviendra peut-être, mais peut-être que c'est aussi une société sans... Enfin, on dit que... Enfin, moi j'avais lu, ou j'avais entendu, que la spiritualité aide beaucoup les sociétés, les êtres humains, au niveau de l'anxiété. Parce que tu admets que tout dépend pas de toi. Oui. Du coup, tu lâches beaucoup plus prise. Donc, j'en profite pour faire un petit clin d'œil pendant cet épisode où on se concentre sur la santé physique du corps. Mais pour les angoisses et les anxiétés, la spiritualité a toujours aidé l'être humain à voilà quoi, vivre de manière plus apaisée. Mm. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Bah oui, Et oui. je pense Bah que oui, bien c'est sûr. logique en même Oui, temps. oui. Elle permet de calmer les angoisses et de s'en remettre à plus grand que soi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution face à ces anxiétés, à cette société stressante dans laquelle on vit? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, finalement, pour pas rentrer dans ce stress chronique que beaucoup de gens ont? Alors, comme vous l'aurez compris maintenant, le but est de stabiliser le cortisol. Le réguler, en fait, parce qu'il Pour est que le corps retrouve son rythme normal. Donc, c'est d'éviter au maximum, on sait que c'est pas possible, mais au maximum d'éviter des situations, des pensées, tout ça, qui vont déclencher le stress. Voilà. Donc, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce mécanisme ce mécanisme de stress à l'intérieur du corps, il est géré par le système sympathique. C'est le système sympathique qui est le système nerveux périphérique autonome, donc qui ne dépend pas du cerveau. C'est ce système nerveux-là qui va être activé en état de stress aigu ou même chronique. C'est vraiment le sympathique qui fait que tout s'enclenche. Tout est... Voilà, la production d'hormones, tout est activé par ce système-là. Et du coup, pour stabiliser le cortisol, c'est d'activer le système parasympathique, qu'on appelle aussi le système vagal, le nerf vague. Donc pour ça, il y a des exercices qui existent pour aller stimuler ce nerf-là, pour revenir à un état d'équilibre. Et normalement, c'est ça, on a un état de stress, le sympathique s'active, et le parasympathique, c'est vraiment ces deux-là, c'est le va-et-vient entre ces deux systèmes-là. Le sympathique s'active, le parasympathique s'active pour venir calmer le sympathique. D'accord. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais quand le sympathique est activé, pas en permanence, mais très régulièrement, le parasympathique, quelque chose dont on ne se sert pas, il s'affaiblit. Donc le parasympathique s'affaiblit, et du coup, il ne réagit plus. Il ne réagit pas aussi efficacement qu'il le devrait pour calmer le sympathique. D'accord. J'espère que c'est clair. Non, mais si, Voilà. c'est clair. Donc pour reprendre, une solution très concrète qu'on va avoir, c'est de renforcer notre système parasympathique, qui est ce système-là qui permet de se détendre. Voilà. Se détendre. Parce que quand tu as dit le système vagal, ça me fait penser au malaise vagal. C'est-à-dire quand le corps, il lâche complètement en mode stop, ça fonctionne plus, pose-toi, quoi. Quand quelqu'un qui fait un malaise vagal, il tombe, enfin, je veux dire, voilà, il tombe. C'est quand le parasympathique, le nerf vague est trop excité, tout se calme, donc le cœur ralentit, tout. C'est l'inverse du sympathique, en fait, tout simplement. C'est l'inverse du sympathique. Donc, tout se calme. C'est ça, en fait, parce que quand on est stressé, on a de l'hypertension. C'est ça. C'est qu'on a beaucoup de sang envoyé aux muscles. Donc, il y a des gens qui ont de l'hypertension
chronique. Mm. Donc, il faut faire attention à leur tension. Mm. Et quand on fait un malaise vagal, c'est de l'hypotension. Non, Ça c'est pas s'appelle. tout à fait la même chose. C'est pas la baisse de tension ou le malaise vagal. On peut avoir une baisse de tension parce qu'on est fatigué. D'accord. Mais le malaise vagal, c'est vraiment à un moment donné, le nerf vague s'excite. Parfois, on sait pourquoi ou parfois, on sait pas Ok. pourquoi. Il s'excite trop, en fait. D'accord. Et il crée le malaise. On fait un Ok. malaise, quoi. Voilà, tout simplement. Et du coup, donc on a ça, des exercices. Et c'est ça que Pour des... j'en propose un notamment pendant les ateliers. Et c'est bien de le faire, de s'entraîner à le faire régulièrement parce que c'est bien d'entraîner le parasympathique, de le maintenir en forme en fait. C'est comme un muscle, tu vois, pour qu'il puisse réagir au moment où il y en a besoin. Réagir plus rapidement et plus efficacement au moment où il y en a besoin. Donc, nous aider à nous relaxer. De quoi Le parasympathique. Quand on... C'est surtout de réagir quand il y a le stress. Ah, Donc on l'entraîne pour qu'il réagisse rapidement au moment du stress. pour pas rester dans un état de Pour stress pas rester dans le constant. moment du stress et pour retrouver l'équilibre plus rapidement, plus facilement et que du coup qu'il y ait moins d'effet sur les organes. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc il y a ça et aussi de se dire que quand on vit un stress normal, un stress aigu normal, un examen, tout ça, c'est de s'accorder un moment de repos, de relaxation pour laisser au corps le temps de s'auto-réparer, de s'auto-guérir, de revenir à l'équilibre. Donc vraiment d'avoir ce temps. Le corps, il a des droits. Et il a ce droit qu'on lui donne le temps de revenir à l'équilibre. Donc je vis un stress, c'est normal, mais après, je fais une pause pour lui laisser le temps. C'est pas je continue comme s'il s'est rien passé. Non. Est-ce que ce temps de repos, on en a besoin aussi quand c'est un stress positif? Ça veut dire qu'on s'était pas basé sur une peur. C'était un moment où on était dans un bon stress. Par exemple, t'organises ton mariage, t'es stressé, mais c'est un bon stress. Genre, ta journée, elle se passe bien, mais après, est-ce qu'il y a besoin de ce De temps toute de façon, repos? quand tu vis un bon stress comme ça, même si c'est la joie, tu sens toi-même que tu es fatigué. On dit les nerfs retombent. Tu vois, En fait, c'est plus de l'excitation, en fait. C'est voilà. positif. Oui, Après, c'est positif, c'est positif. c'est vrai que c'est positif, mais tu vis une émotion quand même forte. Ouais. Donc forcément, ça va mobiliser ça va peut-être pas avoir d'effet négatif sur ton corps, parce que là, tu sécrètes des hormones, l'hormone de l'amour, l'hormone du plaisir, donc tu vas te sécréter des bonnes hormones, mais donc c'est pas le même mécanisme en fait. D'accord. Là, Mais c'est important de se rappeler que finalement, ça revient toujours à ça, mais c'est que le corps, il vit des choses pleinement. Tout ce que tu vis dans ta tête, tu le vis dans ton corps. Dans tes hormones. Les hormones, elles atteignent tes muscles, tes organes, tout ça. Même si c'est positif, et même si c'est... Parce que là, on s'est concentré sur le stress, et comment on a cherché des solutions au stress, mais le message de notre épisode, c'est aussi, globalement, observer son corps, connaître ses besoins, les prendre en compte, et se donner du temps de repos. Bah voilà quoi, une émotion forte, c'est une émotion forte. On la vit dans le corps. Et le corps a besoin de temps. Pour en revenir à ce que tu disais par rapport à l'émotion positive entre guillemets, et que tu dis, tu vois, c'est pour ça que le mot stress, il est utilisé un peu pour, on va dire, je me sens stressée. Ouais. Alors, je me sens excitée ou je me sens stressée? C'est pas la même chose. Tu vois, l'excitation, la joie et tout ça, c'est pas un stress. Oui. Moi, j'appellerais pas ça stress. Je me sens excitée. Mais par contre, il peut y avoir du stress à préparer ça, et là, c'est un vrai stress. J'ai peur de rater mon repas, j'ai peur de, je sais pas, que ça se passe mal, qu'on voilà. soit déçu. Donc là, il y a un vrai stress, et c'est le même que les autres. Donc après, il y a toujours besoin d'un moment de repos. Ouais. Ok.
Pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire au niveau du coup du stress? En fait, la conclusion, ça serait, comme tu l'as dit, de s'observer et vraiment de se poser la question, comment je me sens la plupart du temps? Est-ce que je suis, comme cette image qui me vient, comme un poisson qui est sorti de l'eau et qu'on voit bouger, frétiller dans tous les sens parce qu'il a été, voilà, il est en mode survie et il va mourir. Il est sorti de son milieu naturel, et voilà, on le voit qui frétille et il est en mode survie. Et ça, c'est vraiment l'image du stress. Mhm. Donc, est-ce qu'on se sent souvent comme ça ou est-ce qu'on se sent bah, parce que le corps, quand il est en mode vivant, c'est-à-dire pas en survie, mais en mode Ouais. vivant, bah, lui, le corps, il vit la joie, l'enthousiasme, le calme, la sérénité, l'amour. C'est ça le corps. Si on le laisse vivre normalement, c'est ça qu'on va vivre avec lui, parce que l'allié, c'est le corps, c'est l'allié de l'âme et de l'esprit. Hmm. Donc un corps qui fonctionne normalement, bah, il a pas mal, ses organes fonctionnent bien, voilà. Mhm. Donc, Donc connaître ses besoins, c'est important. Donc ouais, je dirais, il s'observer. faut Mhm. observer-vous pour savoir dans quel état vous êtes la plupart du temps. Et si vous vous apercevez, et si vous apercevez que vous êtes souvent en mode survie, eh ben, prenez le temps. Prenez le temps pour faire des siestes. Prenez le temps pour vous relaxer. Prenez le temps pour méditer. Prenez le temps pour respirer. Euh, entraînez-vous à activer votre nerf vague. Voilà. Et c'est important aussi de reconnaître les agents stressants autour de nous pour pouvoir le temps de s'entraîner, sur leur nerf vague, etc. Et ben d'éviter autant qu'on peut les situations qui vont déclencher des stress en nous, les personnes qui vont déclencher des stress en nous, les pensées qui peuvent déclencher des stress. Donc c'est d'essayer au maximum d'éviter les agents stressants et à côté, en parallèle, faire un travail psycho-émotionnel pour nous libérer de nos peurs, de nos angoisses, etc. Et travailler sur des exercices corporels. Bah, c'est bien, ça nous donne plein de pistes, ça. Je pense que c'est une bonne façon de conclure cet épisode. Alors c'est sûrement pas complet, hein, il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire sur le stress. Le stress, c'est vraiment un sujet très très complexe. Donc voilà, là on a dit déjà de comprendre comment fonctionne le stress, qu'est-ce qui provoque dans le corps. Bon, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Après, Bah oui, et même les choses sur la typologie, le fait qu'on ait des corps différents, on est des êtres uniques, nos corps sont organiquement différents les uns des autres, et nos bagages psycho-émotionnels sont aussi différents les uns des autres. Je pense que c'est une bonne façon de se rappeler qu'on n'a pas de raison de se sentir moins bien ou incapable ou plus faible ou... ouais, et surtout, on peut pas juger parce qu'on n'est pas tous égaux. Voilà, c'est ça. Devant le On peut pas stress, se juger. on n'est pas tous égaux. Quelqu'un qui va réagir d'une façon devant une situation et un autre qui réagit pas et qui lui dit mais pourquoi ça te fait stresser? Bah non, tu peux pas dire ça. Tu sais pas ce que l'autre a vécu, tu sais pas, Ouais. tu connais pas sa sensibilité, voilà, donc ça évite le jugement et je trouve que de connaître tout ce processus, ben ça nous permet aussi d'être plus empathiques parce qu'on Ouais. est tous à un moment donné dans notre vie soumis à ça. C'est vraiment de la prévention, hein. C'est vraiment on est dans la prévention, la gestion du stress, entre guillemets, c'est de la prévention pour le bien-être de nos organes.
Bah oui, puisqu'on entend beaucoup que, enfin, c'est quoi ton problème? Bah, je suis stressée, j'ai mal là parce que je suis stressée, j'ai ça parce que je suis stressée. C'est certainement une des causes les plus importantes maintenant, des principales maladies. Bah oui, et ça c'est dramatique parce que finalement, il y a des outils. Et c'est ça que C'est toi, ça. tu veux transmettre avec les ateliers. Il y a des outils. Alors certes, ça demande de changer ses habitudes et puis d'avoir un rythme de vie peut-être différent. Une hygiène de vie. Ouais, en fait, c'est ça, c'est de l'hygiène de vie. Mm. Et ça s'apprend. C'est pas forcément un truc qu'on apprend à l'école et tout. Et tout le monde n'a pas cette éducation, mais il est temps de, Prendre soin de soi, de prendre comme soin de ça soi. aussi. On va dire ça à chaque fin d'épisode, mais c'est vrai. C'est un temps, il faut prendre soin de soi, quoi. C'est ça. Et toujours la même chose, le corps, c'est sacré aussi. C'est sacré. le temple de notre âme, quoi. C'est là où elle habite, le temps dans notre incarnation. Je pense qu'on a fait vraiment du mieux qu'on pouvait pour présenter le fonctionnement du corps le plus simplement possible sur un épisode de podcast et puis pour donner l'exemple concret du stress et de comment mieux vivre dans cette société-là et retrouver notre nature. Et surtout permettre à notre corps de fonctionner du mieux possible. Comme tu disais, nous, notre corps, naturellement, il est dans la sérénité, dans la paix, et il est capable de survivre, mais il est capable de vivre. Donc il est temps de vivre, les amis, et plus de survivre. Ah oui. C'est ça, notre mot de la fin pour cette fois. On vous encourage vraiment à venir aux ateliers pour apprendre tous ces outils et les mettre en pratique dans votre vie et avancer. On espère que cet épisode vous aura plu, que vous en aurez retiré beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous envoyer des messages. Ça nous fait très plaisir, ça nous motive. Et on espère que cette aventure va continuer très longtemps et qu'on va pouvoir transmettre beaucoup de choses et partager avec vous beaucoup de choses. Pensez à nous suivre sur Instagram, à partager à vos amis, vos connaissances, à tout le monde parce que vraiment, là, pour le coup, juste parler du corps, ça touche tout le monde. Tout le monde a un corps, donc... donc cet épisode-là, pour le coup, vous pouvez vraiment l'envoyer à tout le monde. N'oubliez pas de prendre soin de vous. De notre côté, on vous dit à la prochaine fois. À bientôt. Salut.